Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été américain. Et oui, 4 ans après l'arrêt de l'émission, il était temps d'y revenir pour un petit épisode exceptionnel. En effet, lorsque l'on me demande quel est le dernier été américain majeur, je pense notamment à l'été 2013. Car s'il y a eu de belles choses par la suite, il se trouve que ce sont souvent des exceptions et par la même occasion, l'été 2013 symbolise beaucoup de choses pour moi. Tout d'abord, c'est l'année où j'ai eu mon bac, donc la fin de l'innocence en quelque sorte, et un été où je suis beaucoup sorti avec mes amis. D'ailleurs, la plupart des films que je vais chroniquer aujourd'hui sont des films que j'ai vus avec eux. Ensuite, il se trouve que certains de mes films préférés des années 2010 sont sortis sur cette période, et l'été 2013 était quand même très varié en termes de propositions. Certes, il y avait pas mal de suites, et également des bouts incroyables, mais il y avait aussi une variété de genres qui étaient représentés. Ainsi, d'une semaine à l'autre, on pouvait aussi bien voir un film d'horreur, un film adapté de faits divers, un film d'action, un western ou un film de science-fiction qui pouvait aussi bien être un space opéra qu'un film de super-héros. L'été 2013, c'est aussi des petits films qui cartonnent, des grosses productions qui se cassent la figure et vice-versa, le début de franchises, le prolongement d'autres et aussi l'arrêt définitif de certaines. Pour un peu plus de clarté, l'émission est découpée en 5 chapitres. Les films d'animation, les films de super-héros, les autres suites, les petits budgets et enfin le reste. Par ailleurs, il est bon de souligner qu'il s'agit d'un panel et non d'une rétrospective complète. Donc si vous voyez qu'un film n'est pas cité, c'est tout simplement que je l'ai oublié. Et au pire, vous pouvez toujours en parler en commentaire. En sachant que vous avez déjà une bonne vingtaine de films qui seront abordés dans cette vidéo, sortis entre mai et début septembre 2013. Donc si vous êtes prêts, on est parti pour le monde de l'animation. Chapitre 1. Les films d'animation. Durant l'été 2013, les studios d'animation Blue Sky, Pixar et Illumination se sont affrontés avec respectivement Epic, Monsters University et Moi Moche et Méchant 2. Si on l'oublie souvent, Epic n'a pourtant pas été un échec commercial, surtout qu'il était face à deux grosses concurrences, à savoir Fast and Furious 6 et Very Bad Trip 3. Si le film a à peine dépassé son budget au box-office américain, les chiffres internationaux sont plutôt corrects, avec 160 millions de dollars de recettes, ce qui amène les recettes totales à plus de 268 millions. En sachant que même en France, le film a plutôt bien marché avec 1,2 million d'entrées. Epic est une adaptation du roman The Leafman and the Brave Good Bugs de William Joyce, publié en 1996. L'auteur adapte lui-même son roman, en plus d'être producteur et directeur artistique sur le film. Si le nom de William Joyce ne vous dit peut-être rien, sachez qu'il est plutôt connu dans le monde de l'animation. En effet, il avait déjà travaillé pour Blue Sky sur le projet Robot, a été adapté par Disney et DreamWorks avec les films Meet the Robinsons et Rise of the Guardians, et par la même occasion, on le connaît pas mal en France parce qu'il est le créateur de la série Roly Poly Oly qui a fait les belles heures de France 5. À la réalisation, on retrouve Chris Wedge, le cofondateur de Blue Sky et réalisateur de L'Âge de Glace, Robot et Monster Cars. Il est bon de rappeler que Blue Sky est à la base un studio spécialisé dans les effets spéciaux en images de synthèse qui a officié sur Alien Resurrection, Fight Club et Titan AE. La Fox l'a racheté en 1997 et en a fait petit à petit son pôle d'animation après l'échec de Fox Animation. Malheureusement, comme vous le savez très certainement, Blue Sky a fermé ses portes depuis le rachat de la Fox par Disney. Epic est un projet qui peinait à se concrétiser depuis 2006, au point que la Fox avait autorisé Chris Wedge à démarcher d'autres studios. C'est alors qu'il était en pleine négociation avec Pixar que la Fox a finalement donné son feu vert. Epic n'est pas vraiment un mauvais film, mais c'est surtout une très grosse déception à mon sens. C'est un film avec une animation absolument superbe et un univers foisonnant sur le papier, avec tout un écosystème dans la forêt. Malheureusement, c'est surtout le reste qui pêche. Pour commencer, les personnages manquent cruellement de consistance, à l'image de l'héroïne qui se révèle un peu trop proche du personnage principal de Ferngully et dont la relation avec le père est plutôt mal exploitée. Ses acolytes ne sont pas mieux lotis en étant aussi inexistants que lourdingues. Le méchant se révèle méchant parce qu'il veut faire le mal un peu partout, et au final on se demande même pourquoi les héros vont à un moment dans son antre, tellement la péripétie ne sert absolument à rien dans l'intrigue, si ce n'est peut-être faire durer un peu plus le film. La reine a tellement peu de temps de présence à l'écran que sa mort n'a pas de réel impact émotionnel. D'ailleurs, on pourrait croire à un spoil, mais elle meurt vraiment dans les premières minutes du film, au point de se demander pourquoi Wedge et Joyce ne l'ont pas mieux écrite au vu de son importance dans la mythologie du film. Au final, le personnage le plus intéressant du film est le chevalier doublé par Colin Farrell. Un personnage charismatique qui, heureusement, est là pour nous rappeler parfois les tenants et aboutissants de l'univers et de l'intrigue, parce qu'on a tendance à s'y perdre. Ce qui est d'autant plus cocasse au vu de l'intrigue hyper simpliste du film qui se résume aux gentils samouraïs des forêts contre les méchants disgracieux. Monstres et compagnie fait partie des films fondateurs des studios Pixar et pendant très longtemps, des spectateurs ont réclamé une suite au vu de la fin. Néanmoins, ils ne s'attendaient certainement pas à un prequel en 2013, qui plus est après une décennie de développement chaotique. Pour cela, il faut revenir en 2005. À cette époque, Michael Eisner est toujours le CEO de Disney et ses relations avec Pixar sont pour le moins exécrables, au point que Steve Jobs songe sérieusement à partir du giron de Disney pour aller démarcher d'autres studios.
Il faut dire qu'il a pas mal d'arguments dans sa poche, le père Jobs, puisque les films Pixar rapportent des millions de dollars de recettes dans le monde, les produits dérivés se vendent à foison, et par la même occasion, les critiques sont plus élogieuses envers les films Pixar que pour les derniers Disney. Ce dernier détail énerve particulièrement Michael Eisner qui a tous les droits sur les films produits par Pixar jusqu'en 2005. En vue d'un possible départ, Michael Eisner contre-attaque avec la création d'un studio d'animation nommé Circle 7 Animation, qui ne va produire que des suites de films Pixar qu'il peut exploiter, qui plus est, sans les équipes de Pixar. Parmi les projets phares, il y avait Toy Story 3, Le Monde de Nemo 2 et surtout Monstres et compagnie 2. Le projet qui nous intéresse devait être une suite directe au film de Pete Docter et devait mettre en scène Sully et Bob à la recherche de Boo dans le monde des humains, puisque la petite avait déménagé et sa porte ne menait donc plus à sa chambre. Pourtant, quelques mois après la création du studio, Eisner a démissionné, Bob Iger a pris sa succession, Pixar a été racheté par Disney et Circle 7 a été définitivement fermé. Pourtant, l'idée d'une suite à Monstres et compagnie a continué à germer chez Pixar et c'est ainsi qu'un préquel a été réalisé par Dan Scanlon en 2013. Dan Scanlon a débuté comme animateur sur des DTV Disney et a finalement rejoint Pixar dans les années 2000. Monsters University est son premier long métrage et il sera rejoint par la suite par En Avant. Par ailleurs, Monsters University est le premier film Pixar à utiliser l'illumination globale, soit un système d'éclairage qui permet plus de réalisme et par la même occasion d'imiter le comportement de la lumière. Autrefois, les animateurs devaient faire du cas par cas, ce qui prenait énormément de temps. Initialement prévu pour novembre 2012, Monsters University est finalement sorti à l'été 2013, tout d'abord pour éviter Twilight 5 en novembre, mais surtout parce que les films Pixar marchent très bien en été. Ce qui a tendance à se confirmer puisque Monsters University a rapporté plus de 744 millions de dollars de recettes totales, soit plus que les 529 millions du premier film. Toutefois, il est bon de préciser que le premier film a coûté moins cher que le second et que les chiffres internationaux sont plus élevés que les chiffres américains. Monsters University a une petite incohérence par rapport à Monstres et compagnie. En effet, dans Monstres et compagnie, il était dit que Sully et Bob s'étaient rencontrés lors de leurs jeunes années, et donc non à l'université. Dan Scanlon a hésité à mettre cet élément dans son film, et c'est avec l'aval de Pete Docter qu'il a pu définitivement passer à l'université. Monsters University n'est pas ce que l'on peut appeler un préquel utile, dans le sens où il n'apporte rien de réellement concret par rapport à Monstres et compagnie. Sully et Bob se rencontrent, ne s'apprécient pas, deviennent alliés, puis amis. On comprend l'antagonisme de Léon envers les deux personnages, et le film raccroche les wagons dans les dernières minutes. Mais là où Monsters University gagne des points, c'est en étant un pur campus movie, soit un film qui se déroule durant les études supérieures de ses personnages, et dont Animal House de John Landis est certainement le maître étalon du genre. On suit alors les aventures trépidantes de Bob et Sully à l'université, avec ses fraternités, ses bizutages, ses épreuves, ses fêtes, et même la mascotte du campus. Monsters University est un film particulièrement fun qui montre que l'amitié ne se fait pas toujours du jour au lendemain et qu'il faut parfois un peu de patience pour que deux personnes qui ne s'entendent pas du tout deviennent de véritables amis. Par ailleurs, il est préférable de voir le film en VO puisque la VF est particulièrement gênante par moments, notamment avec Jamel Debbouze et Malik Bentala qui retouchent complètement les dialogues. Quand on regarde les succès de l'été 2013, on voit qu'il n'y a qu'un seul film à avoir dépassé le milliard de dollars de recettes totales. Toutefois, celui qui est juste en dessous les a frôlés de très peu avec 970 millions de dollars de recettes totales. Ce dernier n'est autre qu'un film d'animation produit en France. Et oui, on l'oublie souvent, mais MacGuff est bel et bien un studio français qui a été racheté par les Américains d'Illumination et est désormais dans le giron d'Universal. Fondé en 1986, MacGuff se spécialise dans un premier temps dans les effets spéciaux en images de synthèse, notamment pour pas mal de films français comme Blueberry ou Doberman de John Coonan. Dans les années 2000, il participe à plusieurs films d'animation comme Azur et Asmar, et c'est d'ailleurs le film de Michel Oslo qui permettra à Illumination de repérer MacGuff. Il est toutefois bon de souligner que si MacGuff produit tous les films d'Illumination, en revanche, ils produisent toujours des effets spéciaux et participent également à des films d'animation qui n'ont rien à voir avec Illumination, comme dit Lily à Paris. Moi Moche et Méchant repose sur deux têtes pensantes. Il y a tout d'abord Pierre Coffin, qui est un animateur français qui a travaillé chez Amblin et Warner, avant de revenir en France pour réaliser les fameuses pubs de la Caisse d'épargne avec l'écureuil. Il a ensuite réalisé pour MacGuff la série Pat et Stanley, et c'est ainsi qu'il a été choisi pour réaliser Moi Moche et Méchant avec Chris Renaud. Contrairement à ce que suggère son nom, Chris Renaud n'est pas français mais américain. Il a été animateur chez Warner, storyboarder chez Blue Sky, et depuis qu'il est chez Illumination, il a au moins 5 réalisations à son actif. Quand on regarde le budget des films Illumination, on s'aperçoit qu'aucun d'entre eux n'a dépassé les 100 millions de dollars, ce qui est d'autant plus monstrueux lorsque l'on connaît les chiffres du box-office engendrés par ces films. Ainsi, le deuxième plus gros succès de l'été 2013 n'a coûté que 76 millions de dollars, soit beaucoup moins qu'Epic et Monsters University qui ont rapporté beaucoup moins. Mais qu'en est-il de la qualité ?
Eh bien, Mon Moche et Méchant 2 est à l'image des films Illumination que j'ai vus jusqu'à présent, à savoir pénible et fainéant. L'humour est lourdingue, l'intrigue est étirée jusqu'à plus soif alors qu'elle est déjà inintéressante, la romance est ô combien banale, le méchant est évident à 20 km, la sous-intrigue amoureuse avec la fille de Gru semble avoir été rajoutée à la dernière minute pour rallonger un peu plus la durée du film, tant elle n'a absolument aucun intérêt. Un aspect qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le Grinch où ils avaient fait exactement pareil avec le renne. Quant aux mignons, ils sont gentils quelques secondes, mais au bout d'un moment, vous en avez vraiment marre. Ils ont beau essayer d'en faire une sorte de Scrat des Moi Moche et Méchant, la différence, c'est que Scrat, au moins, il était rigolo. Alors certes, certains me diront que c'est très cartoonesque, d'autres que l'animation est pas si mal, ou alors que c'est plus pour les enfants. Mais malheureusement, si je ne vais pas partir dans un délire du c'était mieux avant, parce que ce n'était clairement pas le cas, en revanche, je préfère aller voir ailleurs si l'herbe est plus fraîche. Chapitre 2. Les films de super-héros. Bien qu'omniprésent des écrans depuis le début des années 2000, le film de super-héros va encore évoluer durant l'été 2013. Si l'on accepte les bits commerciaux malheureux ou pas, on assiste à 3 gros événements. Tout d'abord, le début de la phase 2 du Marvel Cinematic Universe, puis le début du DC Extended Universe, et enfin le retour fracassant des X-Men. Suite d'Avengers et non d'Iron Man 2, Iron Man 3 est le film qui a ouvert le bal de l'été 2013 avec plus d'1 milliard de dollars de recettes totales, soit le plus gros score de l'été 2013, et par la même occasion, un film qui a fait à peine moins que le film de Joss Whedon. Iron Man 3 signe également le grand retour de Shane Black, scénariste mythique des années 80-90, qui était tombé en décrépitude suite à des bids malheureux comme Last Action Hero et Au revoir à jamais, et qui était revenu en lumière avec l'excellent Kiss Kiss Bang Bang. Le choix de Black n'a rien d'étonnant puisque l'interprète d'Iron Man n'est autre que Robert Downey Jr. et que ce dernier était l'acteur principal de Kiss Kiss Bang Bang, un film qui a grandement contribué à sa renaissance dans les années 2000 avant le succès fracassant d'Iron Man. On dit souvent que les films du Marvel Cinematic Universe manquent de personnalité ou du moins de la vision d'un réalisateur qui va souvent se contenter d'être un yes man qui répète inlassablement la même formule. Pourtant, Iron Man 3 est bel et bien un film de Shane Black, bien que certains diront qu'il fait un best-of de ses différents scénarios. Ainsi, Tony Stark est traumatisé par les événements d'Avengers et va reprendre du poil de la bête au cours du film, soit un aspect que l'on retrouve dans quasiment tous les films écrits par Shane Black, de L'Arme Fatale à The Predator. On retrouve le héros devant sortir de sa zone de confort pour vaincre son ennemi, à l'image de Last Action Hero où Jack Slater devait sortir de son film pour affronter Benedict. Il y a aussi la relation adulte-enfant que l'on retrouve également dans The Last Boy Scout, le film de John McTiernan, ou The Nice Guys. La relation entre Stark et James Rhodes est considérablement renforcée dans Iron Man 3 au point de donner lieu à un véritable buddy movie dans la deuxième partie du film. Ce qui renvoie inévitablement au duo blanc-afro-américain que l'on retrouve dans L'Arme Fatale, le film de Tony Scott, ou Au revoir à jamais. On retrouve d'autres aspects du cinéma de Shane Black dans le film, à l'image de l'attaque d'hélicoptère ou le début en musique, même si pour le coup on doit se taper certainement à des pires titres dance des années 90. Autre atout indéniable d'Iron Man 3, il se suffit à lui-même. Alors certes il fait suite à Avengers et les événements du film sont résumés dans les premières minutes, mais à part cela, vous n'avez pas besoin de voir tel ou tel film pour comprendre l'intrigue ou le traitement d'Iron Man. C'est d'ailleurs pour cela que j'aime autant revoir Iron Man 3, je n'ai pas besoin de revoir toute l'intégralité du Marvel Cinematic Universe pour comprendre et apprécier le film. Néanmoins, le film n'est pas sans défaut, ainsi le mandarin est ce qu'il est à mon grand regret parce que la Marvel ne voulait pas froisser le public chinois. Ce qui n'empêchera pas Marvel d'engager Tony Leung pour jouer le mandarin dans Shang-Chi quelques années plus tard. Visiblement, les mentalités avaient un peu changé. En sachant que le délire va même beaucoup plus loin, puisque des séquences supplémentaires ont été tournées uniquement pour le montage chinois, soit des gros placements de produits par excellence. Comme quoi, il n'y a pas que Michael Bay qui fait ça dans ses films. L'autre gros défaut du film est le personnage de Rebecca Hall, une scientifique ancien love interest de Tony Stark devenant un des sbires du méchant joué par Guy Pearce. Un rôle particulièrement ingrat qui au départ devait être le méchant du film. Pourquoi ce n'est pas arrivé ? Eh bien tout simplement parce que selon une étude des gens du marketing, un jouet d'un méchant masculin se vend beaucoup plus qu'un jouet d'un méchant féminin. Donc le rôle a été considérablement réécrit au point de ne ressembler à rien. Shane Black a dû également enlever de son script toute allusion à l'alcoolisme de Tony Stark pour éviter de donner une mauvaise image du personnage. Ce qui n'empêche pas Marvel de montrer le personnage totalement ivre à longueur de page depuis les années 60. Malgré ses soucis, Iron Man 3 n'en reste pas moins un divertissement agréable et qui a au moins le mérite d'être un des films les plus intéressants du MCU. Quand on parle de super-héros ultime, on pense généralement à Superman, et autant dire que le héros a bien galéré avant de reprendre du poil de la bête au cinéma. Car s'il était omniprésent à la télévision avec la série animée de Bruce Timm puis la Ligue des Justiciers, Lois et Clark et Smallville, en revanche au cinéma ce n'était pas du gâteau depuis Superman 4.
Le flop commercial de Superman 4 a écarté toute éventualité d'un Superman 5, en plus des problèmes de santé de Christopher Reeve. Les projets solo de Tim Burton et J.J. Abrams se sont vite effondrés, et il en est de même pour les films coraux comme Batman v Superman de Wolfgang Petersen et Justice League Mortal de George Miller. Au final, le seul film qui a été réalisé est un film qui est coincé entre la fanfiction et la suite de Superman 2, soit un film hyper nostalgique, certes très beau, mais qui n'a pas grand-chose de nouveau à raconter. Soit tout le contraire de Batman Begins de Christopher Nolan, qui avait été un succès l'année précédente et qui signait le véritable renouveau de Batman. Si Superman Returns n'a pas fait de trop mauvais chiffres, il reste tout de même trop cher par rapport à ce qu'il a rapporté. Donc même si Bryan Singer a un temps travaillé sur une suite nommée Man of Steel, elle a vite été mise au placard. Mais alors qui pour sauver Superman? Eh bien ce sera celui qui a sauvé Batman dans les années 2000, à savoir Christopher Nolan. Sauf que cette fois-ci, il ne fait que produire, laissant sa place à Zack Snyder, réalisateur aussi bien aimé que détesté, qui vient de finir Sucker Punch. La vision de Superman par Zack Snyder et ses scénaristes David S. Goyer et Christopher Nolan n'a plus grand-chose à voir avec la version de Christopher Reeve. Ici, plus de héros flamboyants, imposants ou souriants tout le temps, mais un Fix qui se demande s'il doit sauver des gens ou pas, et s'il est un héros ou un ennemi pour la population. D'ailleurs, il se présente au premier abord comme un vagabond agissant ici et là, devenant ainsi une légende urbaine. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Zod sur Terre qu'il deviendra un véritable héros à ses risques et périls, puisque contrairement au précédent film, il agit définitivement comme un héros d'action, avec son lot de destruction massive au compteur. Ce sont d'ailleurs les conséquences de ces actes héroïques qui seront au centre de sa suite Batman v Superman. Henry Cavill est une très bonne relève à Christopher Reeve, parvenant à donner beaucoup de gravité au personnage. Il en est de même pour Amy Adams dans le rôle de Lois Lane, journaliste pugnace s'imposant dans un monde particulièrement macho. Une qualité que l'on retrouvera dans les 3 films du DC Extended Universe réalisés par Zack Snyder. Comme le Superman de Richard Donner, Man of Steel a pour ouverture la chute de Krypton, un monde eugéniste qui s'effondre tout seul à cause des idéaux politiques de chacun. Beaucoup de spectateurs n'ont pas apprécié que Superman tue quelqu'un, or cette scène est plutôt importante dans le film puisqu'elle montre le dilemme du héros. Soit il laisse mourir des innocents pour capturer une personne, soit il tue cette même personne pour sauver des millions. Un aspect qui revient régulièrement dans le film à travers le personnage de Jonathan Kent, qui dit souvent à son fils de ne pas agir car le monde n'est pas prêt pour lui. Il est d'ailleurs bon de souligner que Kevin Costner trouve certainement un de ses plus beaux rôles. Malgré son succès fulgurant, Man of Steel est un film qui divise toujours encore un peu aujourd'hui. En ce qui me concerne, il s'agit de ma version préférée du personnage. Le Lone Ranger est une figure incontournable de la pop culture américaine du XXe siècle. Il a été créé en 1933 pour une émission radiophonique et a continué ses aventures dans des serials, des films, des téléfilms, des séries animées et live-action, des jeux vidéo, des romans et même des comics. The Lone Ranger met en scène John Reed, un ranger qui a été laissé pour mort par le bandit Butch Cavendish. Il devient alors le Lone Ranger, accompagné de son fidèle ami amérindien Tonto. En sachant que le Frelon Vert est un spin-off du Lone Ranger mettant en scène le petit-fils de John Reed, accompagné de son fidèle Kato. L'idée d'un retour du Lone Ranger au cinéma ne date pas d'hier, puisque Columbia avait décidé de produire une nouvelle adaptation en 2002. David et Janet People, les scénaristes de l'Armée des 12 Singes, avaient travaillé sur un traitement, vite rejoint par Laeta Kalogridis, la future scénariste de Shutter Island, et Jonathan Mostow devait réaliser le film. Mais après 2005, la Columbia jette l'éponge. Les Weinstein essayent de récupérer les droits, mais sont coiffés au poteau par Entertainment White, qui va directement voir Disney et Jerry Bruckheimer pour un nouveau projet. Ted Elliott et Terry Rossio sont engagés pour rédiger un premier script, et ils sont vite rejoints par Johnny Depp dans le rôle de Tonto, ce qui ne plaira pas trop à la population amérindienne. Le scénariste des Noces Rebelles, Justin Haight, est engagé pour des réécritures, et si Mike Newell est envisagé dans un premier temps pour réaliser le film, il est écarté par le flop commercial de Prince of Persia. Ce sera finalement Gore Verbinski aux manettes, vite rejoint par Armie Hammer dans le rôle du Lone Ranger. Néanmoins, le film est mis en stand-by car le budget est jugé trop élevé par Disney. Bruckheimer, Verbinski, Hammer et Depp ont donc décidé de baisser leur salaire, ce qui n'empêche pas The Lone Ranger d'être un des westerns les plus chers de l'histoire, avec plus de 215 millions de dollars de budget. Tourné en grande partie en décor naturel, The Lone Ranger a subi pas mal de problèmes durant sa production, avec des incendies, des intempéries, des cas de varicelle et même la mort d'un membre de l'équipe. En effet, Michael Andrew Bridger, expert nautique, est mort d'un arrêt cardiaque alors qu'il préparait une scène sous-marine. Autre problème, le film devait initialement sortir aux États-Unis fin mai 2013 et a finalement été décalé à début juillet, faisant face à Moins Moche et Méchant 2. Certes, Disney ne pouvait pas anticiper ce qui allait se passer, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le film n'a récolté que 89 millions de dollars au box-office américain et seulement 260 millions de dollars en recettes totales. Un véritable four commercial qui n'a pas été aidé non plus par la réception particulièrement tiède de la critique, qui en avait déjà fait un navet avant même sa sortie. Pourtant, The Lone Ranger est certainement une des grosses productions américaines les plus ambitieuses et intéressantes des années 2010.
Le film repousse sans cesse les limites du PG-13 avec des allusions au cannibalisme et un taux de mort absolument frappadingue au point de parler de génocide par moment. D'ailleurs, si Johnny Depp n'était pas forcément le choix idéal pour jouer un Amérindien, en attendant, le film se révèle particulièrement noir dans le portrait de l'homme blanc qui exploite, humilie et tue sans scrupule les populations amérindiennes et immigrées. Bien que le film ne manque pas d'humour, et heureusement d'ailleurs, The Lone Ranger n'est pas du tout un film aimable, montrant un portrait peu reluisant des États-Unis dans une grosse production à 200 millions de dollars, qui plus est produite par Disney. Pas étonnant que la pilule a eu du mal à passer. À cela rajouter que la réalisation de Gore Verbinski est absolument démentielle et qu'il signe certainement un des plus beaux climax que j'ai vus au cinéma. Jack White devait s'occuper de la bande originale mais a dû laisser tomber pour un conflit d'emploi du temps. Il a donc été remplacé par Hans Zimmer qui avait déjà collaboré avec Verbinski. Leur collaboration fait encore une fois des étincelles avec comme apogée le fameux climax. Il se présente comme une parfaite osmose entre les bruitages, la musique de Zimmer et les actions du film. Une scène qui fait d'ailleurs référence à une autre qui était présente dans Rango. Et pourquoi une reprise de l'ouverture de Guillaume Tell par Rossini? Eh bien tout simplement parce que le Lone Ranger est souvent apparu avec cette musique dans ses précédentes aventures. Après 2 films calamiteux mais néanmoins lucratifs, on aurait pu penser que la franchise X-Men serait définitivement morte en termes de qualité. C'est là qu'est apparu Le Petit Miracle First Class, film qui était mal parti en termes de production et qui pourtant s'est avéré excellent et permettait à la franchise d'aller dans de nouvelles directions. Avant même la sortie d'X-Men Origins Wolverine, la productrice Lauren Schuller-Donner avait prévu de faire une suite se déroulant au Japon. Christopher McQuarrie, qui avait déjà bossé sur le premier X-Men, a été engagé comme scénariste, et il devait se baser sur le run de Chris Claremont et Frank Miller publié en 1982. Darren Aronofsky, qui avait déjà collaboré avec Hugh Jackman sur The Fountain, a été engagé comme réalisateur, mais il n'est pas resté longtemps à cause d'un conflit familial. Il a été remplacé par James Mangold, qui avait également déjà tourné avec Jackman sur Kate et Leopold, et venait de finir Night and Day pour la Fox. À peine engagé, James Mangold entame des réécritures avec Mark Baumbach, le scénariste d'Unstoppable, et le tournage est déplacé en Australie suite au drame survenu à Fukushima en 2011. Si First Class avait plutôt bien marché, The Wolverine fait péter les compteurs. En effet, les chiffres internationaux sont beaucoup plus élevés que les chiffres américains, et surtout ce sont les meilleurs de la franchise jusqu'à présent. Au final, le film rapportera plus de 414 millions de dollars. Il est bon de préciser qu'il existe 2 versions de The Wolverine, la version sale et une version longue pour le marché vidéo. Toutefois, faites bien attention si vous désirez acheter cette version longue en vidéo, car elle n'existe pas du tout en DVD et n'est présente que sur 2 éditions Blu-ray, le Steelbook et le Digibook. La version longue s'apparente davantage à une version non censurée, dont la plupart des plans retirés semblent avoir été coupés uniquement pour éviter un classement restricted. En effet, ils sont souvent plus violents et sanguinolents. Des plans coupés qui, ironiquement, ont souvent été utilisés durant la promotion à l'image du passage de la broyeuse ou de l'agression de Logan en pleine nuit par des Yakuza. Des exemples qui confirment à quel point la version cinéma de The Wolverine a été pas mal charcutée et que la version longue est plus agréable à regarder. The Wolverine a souvent été critiqué depuis sa sortie pour une apparente lenteur et un côté moins actif que les autres films X-Men. Néanmoins, le film est particulièrement intéressant et s'intéresse davantage au personnage principal que la bouse de 2009. The Wolverine se présente comme un mix improbable de Yakuza de Sidney Pollack et Black Wayne de Ridley Scott. Comme dans les 2 autres films, Logan est vu comme un étranger, un gaijin, et il est vite rejoint par Yukio qui n'est vu que comme un objet par la famille de Mariko. On suit donc 2 outsiders dans un conflit familial où plusieurs générations s'entre-déchirent. La figure de héros vieillissant, symbolisée par Robert Mitchum dans Yakuza, se décline à travers Logan, un personnage qui a trop vécu et voit sa mort arriver plusieurs fois. Le choix de faire suite non pas à X-Men Origins Wolverine mais à l'affrontement final est un choix plutôt couillu, car il permet de faire évoluer encore un peu plus le personnage. Logan est un personnage totalement brisé au début du film avec plein de remords, qui redevient petit à petit humain à travers la rédemption et l'amour. On peut toutefois regretter que Viper ne soit pas plus exploité, que le samouraï d'argent apparaît de manière un peu trop improbable, et que la perte de l'adamantium chez Wolverine soit totalement évacuée du film suivant par une énième pirouette scénaristique dont raffolent les scénaristes de la franchise X-Men. Mais c'est bien peu pour ne pas considérer The Wolverine comme un des meilleurs opus de la franchise X-Men. Vite éclipsé par Iron Man 2, Kick-Ass n'a pas forcément été un énorme carton, mais il a suffisamment bien marché pour pouvoir engendrer une suite. Néanmoins, ce sera sans Matthew Vaughn, le réalisateur du premier film, parti chez les X-Men puis chez les Kingsman. Il sera donc remplacé par Jeff Wadlow, futur réalisateur de l'exécrable Fantasy Island. Comme si cette nouvelle ne suffisait pas, il se trouve que la suite en comics est absolument désastreuse, avec des provocations inutiles à foison tel un viol, et au final on préférera peut-être même le film, certes pas génial, mais qui a au moins le mérite d'être moins vulgaire et moins pénible que la BD. Le temps est d'ailleurs assassin avec les acteurs jeunes puisqu'ils semblent désormais trop vieux pour incarner des ados. L'histoire du film est plus ou moins celle de la BD avec des modifications bienvenues et d'autres qui le sont beaucoup moins. Ainsi, la fin devait initialement se dérouler à Times Square et on se retrouve finalement dans un entrepôt synonyme d'économie.
Sans compter la féminisation à outrance d'Hit Girl qui ne mène à pas grand chose si ce n'est à un combo chiasse-vomi. Jim Carrey, qui incarne un des seconds rôles phares de Kick-Ass 2, a dénigré le film durant sa promotion, ne cautionnant plus du tout sa violence après les événements de Sandy Hook. Des mots qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd puisque John Romita Jr., le dessinateur du comic book, lui a fait porter le chapeau de l'échec commercial du film. Ce qui s'avère particulièrement gonflé quand on voit les chiffres du box-office, les retours critiques, le comic book qui l'adapte et le film lui-même. Chapitre 3. Les autres suites. Après le retour triomphant de Star Trek au cinéma en 2009, on attendait avec impatience les nouvelles aventures de l'équipage modifié de l'USS Enterprise. Pourtant, il a fallu attendre la sortie de Super 8 pour que la mise en chantier d'un nouvel opus soit véritablement lancée, avec toujours J.J. Abrams à la réalisation, et les scénaristes Roberto Orci, Alex Kurtzman et Damon Lindelof. Même si certains fans l'avaient compris dès le départ, la véritable identité de John Harrison, joué par Benedict Cumberbatch, n'avait pas été révélée durant toute la promotion, si bien qu'il fallait aller au cinéma pour en avoir le cœur net. Le temps a passé, spoilons un petit peu, Benedict Cumberbatch incarne bel et bien Khan, le célèbre ennemi de la franchise Star Trek, et Star Trek Into Darkness apparaît comme un film miroir de la colère de Khan. Ainsi, certains événements coïncident entre les deux films avec parfois des issues différentes. De même, le personnage de Carol Marcus est également présent dans les deux films, ici incarné par Alice Eve. D'ailleurs, Damon Lindelof devra s'excuser de l'avoir déshabillée dans le film, même si Alice Eve rectifiera le tir, disant qu'elle n'a aucun problème à montrer son corps au cinéma. Le premier film d'Abrams montrait un équipage en construction. Ici, il s'agit de montrer les difficultés de la cohabitation. Kirk et Spock s'entendent bien, mais ils ne pensent pas de la même manière. Ainsi, Kirk pense avant tout à la survie de son équipage, là où Spock est régi par la logique. Il préféra se laisser mourir, quitte à faire de la peine à ses proches et à ses amis. Au fur et à mesure du film, il va donc changer, faisant parler ses émotions, quitte à exploser dans le climax. Si la colère de Khan baignait dans un certain pessimisme, il en est tout autant pour Into Darkness, qui se révèle être le film le plus destructeur de la franchise Star Trek, avec des attentats et même un vaisseau qui détruit tout sur son passage. Malgré le côté remake déguisé et les lance-flares de J.J. Abrams, Star Trek Into Darkness reste un film de science-fiction divertissant, bien joué et impeccable d'un point de vue visuel. Un succès plus que mérité, effet notable, il s'agit du film Star Trek qui a le mieux marché chez nous. Very Bad Trip ou The Hangover est typiquement ce que l'on peut appeler une franchise qui n'aurait pas dû être une franchise. Le premier film est un petit film à 35 millions de dollars qui s'avérait sympathique et a cartonné au box-office. Comme le film marche, on en fait une suite qui est beaucoup plus chère car elle se déroule à l'étranger, et qui s'avère être une sorte de remake déguisé du premier film avec quelques modifications salutaires pour éviter le côté répétitif. Là encore, le public est au rendez-vous. Donc on passe la troisième avec un succès quasiment assuré. C'est là que ça commence à clocher parce que même les acteurs n'avaient pas envie de revenir. Enfin pendant un temps, parce que quand on leur fait un magnifique chèque de 15 millions de dollars chacun, ils viennent tout de suite. Mais cela montre déjà où est le problème avec Very Bad Trip 3. Une comédie à 103 millions de dollars de budget, ce qui est déjà énorme pour une comédie, où tout le monde semble n'en avoir rien à faire d'être là. Ils sont là en mode mercenaire et cela se ressent pendant tout le film. On pourrait dire que Todd Phillips innove en ne reprenant pas la formule des deux premiers films, mais dans tous les cas c'est inintéressant, le film est beaucoup trop long, et par la même occasion, il joue la carte du fanservice avec des personnages récurrents de la franchise qui réapparaissent, souvent pour faire exactement la même chose que dans les précédents films. D'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé puisque Very Bad Trip 3 n'a pas dépassé la barre symbolique des 400 millions de dollars de recettes totales, ce qui en fait le volet le moins lucratif de la franchise alors que c'est ironiquement le plus cher. Passons maintenant à son principal adversaire. La franchise Fast and Furious est très particulière puisqu'elle est passée par différents stades. Le premier film est un petit film à 38 millions de dollars qui a cartonné, 13 années 90 jusque dans son inspiration principale, à savoir Point Break, et un symbole de toute une époque. Car aujourd'hui on en rigole, mais à l'époque le tuning était un véritable phénomène de société et Fast and Furious jouait pleinement là-dessus. Le phénomène est tel qu'Universal décide de produire une suite même sans les 3/4 du casting initial et sans le réalisateur Rob Cohen. Le film marche à nouveau et Too Fast Furious est littéralement ce qu'on appelle une suite bigger and louder, c'est-à-dire toujours plus fort, toujours plus loin et surtout toujours plus con en général. Ce qui se confirme totalement en voyant Too Fast Furious. Vu que les acteurs ne veulent pas rempiler, Universal décide de produire un spin-off se déroulant à Tokyo et sans grande vedette. Le film marche plutôt bien et propulse même le réalisateur Justin Lin à la tête du volet suivant, qui est la fameuse réunion All-Star que tout le monde attendait. Mais si la qualité n'est encore une fois pas au rendez-vous, en revanche c'est un véritable carton au box-office qui relance complètement la franchise au cinéma. À partir de maintenant, tous les acteurs vont systématiquement revenir, y compris les seconds rôles des autres films. Un aspect qui va devenir de plus en plus problématique au fil des films car synonyme de grand n'importe quoi en général. Ainsi, le personnage de Ludacris va passer d'organisateur de rodéo à hacker de génie, et Gal Gadot de petite main de méchant à ancien agent du Mossad parce qu'elle est israélienne. Mais curieusement, la formule fonctionne sur Fast 5.
Il y a une osmose entre les acteurs, les séquences d'action sont impressionnantes et fun, et par la même occasion, le scénar tient à peu près la route pour une fois. Non seulement le film est un carton au box-office, mais en plus il fait quasiment le double des recettes du précédent film. À partir de maintenant, la franchise Fast and Furious deviendra une franchise de blockbuster. Un changement d'orientation qui va rapidement montrer ses limites dès le volet suivant. En effet, Fast and Furious 6 signe le grand retour de Michelle Rodriguez dans la franchise alors même que son personnage est mort dans le 4e film. Une pirouette scénaristique comme on en verra plein par la suite dans la franchise, à l'image du personnage qui est mort mais en fait non, ou alors le frère caché qu'on n'a jamais vu mais en fait qui existe. Sans compter le final improbable, le recyclage d'une scène qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser sur les 2 précédents films, avec comme cerise sur le gâteau la mort d'un personnage phare de la franchise traité par-dessus la jambe. Et puis il y a la scène post-générique qui raccroche les wagons et devait amener à une suite qui malheureusement n'a pas été ce qu'elle devait être au départ. Mais qu'on s'y méprenne pas, Fast and Furious 6 c'est un film que j'apprécie malgré ses défauts. C'est un film divertissant avec des poursuites qui tiennent souvent de la folie furieuse à l'image de celle du char ou celle dans Londres et où on ressent encore une envie de la part de l'équipe, chose qui n'apparaîtra malheureusement plus par la suite. Peut-être parce que c'est le dernier film avec Paul Walker et qu'il était véritablement le cœur de la franchise. La franchise étant en constante progression au box-office, il n'est donc pas étonnant que Fast and Furious 6 a récolté plus de 788 millions de dollars de recettes totales, soit encore plus que Fast 5. N'ayant pas grand-chose à voir avec les comics qu'il adapte, Red est une comédie d'action sympathique qui avait eu son petit succès à l'automne 2010 et avec des acteurs qui semblaient s'amuser un minimum. Mais de là à demander une suite, il y a un monde. Robert Schwenk laisse sa place à Dean Parizeau et autant dire que le réalisateur de Galaxy Quest ne fait pas de miracle. Le film n'a plus aucun rapport avec le comic book et reste dans la mouvance comédie d'action du premier film. Les acteurs semblent n'en avoir pas grand chose à faire ou alors ils sont en mode cabotinage. L'intrigue est un peu trop alambiquée alors qu'elle se contente régulièrement d'aller d'un point géographique à un autre. Puis globalement on s'ennuie beaucoup plus devant ce film que devant le premier film. D'ailleurs cela se confirme par les chiffres du box-office qui sont inférieurs à ceux du premier film alors qu'il a coûté plus cher. Après Fast and Furious, voici une autre franchise sponsorisée baboulinée, à savoir Riddick. Pitch Black est un petit film de 23 millions de dollars qui avait eu son petit succès et qui s'avérait particulièrement efficace. Mais de là à en faire une suite, ça c'est encore autre chose. Quand on regarde la situation avec du recul, on se dit que c'est absolument hallucinant. À quel moment à Universal on s'est dit que c'était une idée de génie de produire un space opéra PG-13 à 105 millions de dollars de budget qui fait suite à un survival restricted qui en plus n'en a coûté que 23 millions. Malgré toute la bonne volonté du monde et Vin Diesel, les chroniques de Riddick a été un four total à l'été 2004, tout simplement parce que le grand public n'avait absolument aucune idée de qui était Richard B. Riddick. Vous pouvez sortir un jeu vidéo, un film d'animation ou même ressortir le premier film en vidéo, si le public n'a jamais vu le premier film, il n'ira pas voir la suite. Encore plus si les 2 films sont très différents. Mais Vin Diesel y croit, il veut à tout prix faire un 3e film. Il accepte alors le caméo de Tokyo Drift afin de récupérer les droits de la franchise chez Universal. De la même manière, il bouclera le budget avec son propre argent. Riddick est en soi un projet triste. Si les chroniques de Riddick avaient marché, David Bowie aurait exploré encore un peu plus les origines de son personnage principal et aurait continué dans le space opéra. Malheureusement, le film étant un bide, il est revenu à l'essentiel avec un survival restricted où son personnage n'évolue pas tant que ça. Ah si pardon, il devient un peu plus grivois. En ce sens, David Bowie rajoute pas mal de nudité gratuite quand ce ne sont pas des allusions sexuelles lourdingues. Ce qui est d'autant plus hallucinant quand on se souvient que ce n'était absolument pas le cas dans les précédents films. Mais ce qui gêne le plus, c'est que Riddick s'apparente davantage à un semi-remake de Pitch Black plutôt qu'à une suite des chroniques de Riddick dont il évacue quasiment toutes les conséquences en quelques minutes. La première partie est vraiment intéressante avec Riddick laissé pour mort sur une planète hostile et devant s'acclimater au fur et à mesure. Mais dès que les humains débarquent, le film passe en terrain connu. Riddick est donc un rendez-vous manqué aussi bien commercial qu'artistique, un film sympa mais oubliable et surtout moins bon que ses aînés. Vin Diesel et David Bowie essayent à nouveau de relancer la machine, mais cette fois-ci pas sûr que cela arrive. Chapitre 4. Les petits budgets. Et oui, en été, il n'y a pas que les grosses productions à plus de 100 millions de dollars qui trustent les écrans, mais aussi des petits budgets qui cartonnent, ou alors marquent suffisamment les esprits pour qu'on en parle encore aujourd'hui. Pain & Gain est sorti fin avril 2013 et début septembre en France. Il a coûté 49 millions de dollars et en a rapporté 86 millions. Ce n'est pas un carton, mais il se présente surtout comme le meilleur film de Michael Bay depuis Bad Boys 2, certains diront même depuis Rock. Pain & Gain est un projet que Michael Bay voulait faire depuis très longtemps, mais à chaque fois la Paramount lui disait « encore un Transformers, encore un Transformers ». Et au bout du 3e, il a pu faire ce petit film adapté d'un fait divers, coincé entre Transformers 3 et 4. Quand on regarde Pain & Gain pour la première fois, qui plus est vierge de tout document lié à l'affaire, on pourrait se dire « oh, le coup de la prothèse mammaire, là, c'est complètement invraisemblable, personne ne peut y croire, c'est une pirouette scénaristique ». Pareil pour l'autre qui manque de mourir au moins 20 fois, le coup du barbecue, ou même le truc de la tronçonneuse, c'est totalement débile. Eh bien si, les 3/4 des faits qui sont montrés dans Pain & Gain se sont plus ou moins passés de la même manière dans la réalité.
C'est même là où Pain and Gain n'est plus vraiment une comédie grinçante, mais un véritable film d'horreur glauque. En sachant que des faits et des noms ont été modifiés, que des personnes présentes dans le film sont plus impliquées dans la réalité, ou que le personnage de Dwayne Johnson est un ensemble de 3 personnes impliquées dans l'affaire. Pain and Gain fait également le portrait de personnes qui croyaient au rêve américain, ont fait les pires horreurs pour l'atteindre et finalement ne l'ont jamais touché du doigt. Est-ce que vous savez que le neveu de Laurent Fabius fait du cinéma? Mieux, qu'il s'agit d'un des réalisateurs français les plus connus à l'heure actuelle à l'international. Non? Eh bien, il est temps d'y remédier. Mais ne soyons pas trop enthousiastes, Louis Leterrier est avant tout un yes man, c'est-à-dire un réalisateur qui va cumuler les commandes avec plus ou moins de réussite, mais sans avoir de réel style apparent. Néanmoins, ces films sont suffisamment connus dans le monde pour qu'on s'en souvienne, à l'image du Transporteur, de l'Incroyable Hulk, du Choc des Titans, mais aussi de Now You See Me qui nous intéresse aujourd'hui. Mais attention, Louis Leterrier est connu pour être un sacré chat noir du cinéma puisqu'il lui arrive toujours quelque chose, que ce soit avant, pendant ou après la production d'un film. Insaisissable a été un succès surprise de l'été 2013 avec 351 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 75 millions. Il était donc logique que Louis Leterrier rempile pour une suite. Ce fut le cas pendant un temps et puis on lui a montré la porte, préférant un yes man encore moins convaincant que lui, avec beaucoup moins de succès à l'arrivée. Survendu comme un film sur la magie, Insaisissable est avant tout un film de braquage utilisant un max de CGI pour ses tours de passe-passe. Si bien qu'on a souvent l'impression que les tours sonnent faux, et ironiquement le plus réaliste a failli coûter la vie à Isla Fisher. On parle bien évidemment de la scène où elle est enchaînée dans un bac d'eau. Une ouverture avait été faite au-dessus du bac pour qu'elle puisse remonter et reprendre de l'air entre les prises, mais cette fois-ci, la chaîne s'était coincée et elle ne pouvait donc pas remonter. Un technicien s'en est aperçu et a appuyé sur le bouton d'urgence pour évacuer l'eau. Bien que l'on s'aperçoit rapidement qu'il y a un truc, l'identité du maître est plutôt bien conservée durant tout le film, si bien que l'on se prend au jeu. Now You See Me n'est pas un grand film, mais il s'avère suffisamment sympathique et bien fait pour qu'on passe un bon moment. Même les acteurs semblent un minimum impliqués, à l'image de Morgan Freeman, qui se fait encore une fois une joie de nous expliquer tout et n'importe quoi. The Purge est l'une des franchises les plus lucratives de Jason Blum, et par la même occasion, elle n'a jamais cessé de progresser au box-office, si l'on accepte bien évidemment le dernier volet sorti l'an dernier. 2013 signe le coup d'envoi de la franchise avec 89 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 3 millions. Et oui, chez Blumhouse, on dépasse rarement les 10 millions de dollars de budget, et ce n'est pas forcément bon signe. Certains diront que cela ne manque pas d'efficacité ou que ça stimule l'imagination des réalisateurs afin qu'ils trouvent des idées qui n'explosent pas le budget. Mais malheureusement, certains films nécessitent un peu plus de budget et un peu plus d'ambition pour être meilleurs. Ce n'est pas forcément le cas du premier The Purge, qui est avant tout un home invasion efficace, mais surtout le cas de ses suites qui auraient pu être autre chose que des petits actionneurs un peu politisés. On pense souvent au cinéma de John Carpenter en regardant les The Purge et on se demande même qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec un concept pareil à une certaine époque. D'ailleurs, l'histoire du premier The Purge se rapproche beaucoup de celle d'Assaut. D'ailleurs, les principales victimes de la purge sont avant tout des Afro-Américains, des SDF, si possible les deux, et c'est aussi l'occasion de purger ces rancœurs cumulées au fil des ans. Ainsi, certaines personnes ne sont pas si attentionnées qu'elles n'y paraissent, et la famille du film va vite s'en rendre compte. James de Monaco s'en sort donc plutôt bien avec ce premier film de la franchise, même si on peut se demander si les personnages connaissent vraiment bien leur maison, puisqu'ils semblent perdus les 3 quarts du temps. Lauren et Ed Warren sont considérés comme des experts en paranormal à forte connotation religieuse. Ils ont opéré sur plusieurs affaires, dont celle d'Amityville, et ils sont souvent remis en cause par différents enquêteurs qui ont souvent dit qu'ils n'étaient pas si impliqués qu'il n'y paraît. Le producteur Tony DeRosa-Grund voulait faire un film sur les Warren et il a fallu 14 ans pour que cela se concrétise. Les frères Hayes ont été engagés pour écrire un scénario basé sur l'affaire Perron survenue en 1971. Summit était un temps sur le projet mais il n'y a pas eu d'accord. New Line a récupéré le projet et en a fait la franchise Conjuring que nous connaissons désormais. Gerald Brittle, auteur d'un livre sur les Warren, avait intenté un procès à la production puisqu'il avait un contrat d'exclusivité avec les Warren lui permettant d'adapter leurs affaires. La Warner a réglé ça à l'amiable en 2017. Évidemment, il ne faut pas prendre The Conjuring comme parole d'évangile. Il y a certainement plus de fiction que de réalité dans ces films. Néanmoins, le premier film de James Wan est bien joué et suffisamment efficace pour convaincre, même s'il y a trop de jumpscares largement alimentés par une musique uniquement là pour le coup de frisson. Sur ce point, le second film est beaucoup plus convaincant avec beaucoup plus de visuels. The Conjuring a été un gros succès de l'été 2013 avec 318 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 20 millions. Soit le début d'une franchise bien lucrative avec ses hauts et surtout ses bas. Après Scott Pilgrim, Edgar Wright était censé réaliser Ant-Man. Néanmoins, il obtient un accord de Marvel pour réaliser un autre film entre-temps. Il s'agit d'un vieux projet nommé Crawl qui mettait en scène des potes faisant la tournée des pubs. En fait, Edgar Wright relance le projet lorsqu'il apprend que son producteur historique, Eric Fellner, est diagnostiqué cancéreux. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le dernier film de la trilogie Cornetto soit aussi triste et nostalgique. De même, The World's End, ou Le dernier pub avant la fin du monde, signe la fin d'une époque pour Edgar Wright, puisqu'il s'agit du dernier film où il met en scène Nick Frost et Simon Pegg en héros principaux.
Il n'est pas étonnant que le trio cite ouvertement les femmes de Stepford et l'invasion des profanateurs de sépultures, tant le film baigne dans un certain pessimisme jusque dans ses dernières minutes apocalyptiques. Évidemment, il y a des moments fun dans The World's End à l'image des bastons qui sont magnifiquement chorégraphiés et montrent bien qu'Edgar Wright a appris de son expérience sur Scott Pilgrim. Néanmoins, c'est surtout l'amertume qui règne durant le film, avec des personnages qui voient le temps qui passe et regrettent de ne pas avoir fait certaines choses. Malheureusement, on ne peut pas dire que ce beau film a attiré les foules puisqu'il n'a rapporté que 46 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 20 millions. Chapitre 5. Le reste. Dans ce dernier chapitre, nous allons revenir sur des adaptations mais aussi des projets dits inédits. Le premier en date, After Earth de M. Night Shyamalan, venu tout droit du cerveau de Will Smith. L'acteur avait regardé un épisode de la série documentaire Je ne devrais pas être en vie et avait alors eu l'idée d'un récit où un père et son fils avaient un accident de voiture. Le père était blessé et le fils devait aller chercher des secours tout seul. Au départ, l'action devait se dérouler de nos jours, mais elle a été transposée par la suite dans le futur, et Will Smith a engagé Gary Whitta, le scénariste du livre d'Eli, pour écrire le script. Will Smith a ensuite engagé M. Night Shyamalan comme réalisateur, et ce dernier a entamé des réécritures avec Mark Ball, le scénariste de The Hurt Locker, et Stephen Gaghan, le réalisateur de Syriana. En sachant que le délire allait quand même assez loin, puisque tout un manuel autour de l'univers avait été écrit par plusieurs auteurs. Le plus ironique est que cet univers n'est quasiment pas développé durant le film, puisque les 3/4 du film se déroulent sur Terre, et que tout ce qui se passe sur l'autre planète est réduit à l'essentiel. Si bien que les acteurs Christopher Reeve, Isabelle Fuhrman et Lincoln Lewis ont vu la plupart de leurs scènes coupées au montage. Pour Reeve, ce fut même pire, puisqu'il ne voulait absolument pas que les maquilleurs coupent sa barbe et ses cheveux. La production a insisté, ils l'ont fait, tout cela pour quelques secondes à l'écran. Le film se présente également comme un véritable ego trip à l'effigie de Will Smith. L'acteur ne fait aucune vanne, il est sérieux comme pas possible, se présentant comme un homme fort et sans peur, formatant son fils à son image. En sachant que le fils joue aussi bien que son père, je vous laisse imaginer à quel point les 1h40 de film sont ennuyeuses avec les deux là seulement comme acteurs principaux. La thématique du deuil aurait pu être intéressante, d'autant plus que Shyamalan l'a souvent abordée dans sa filmographie à l'image de Signe et Sixième Sens. Malheureusement, cet aspect est tellement répété durant le film avec des interventions de Zoé Kravitz et des flashbacks que cela en devient lourdingue. Sans compter des effets spéciaux qui laissent à désirer ou ne sont pas à la hauteur, surtout quand on les compare à ceux de Star Trek Into Darkness, autre space opéra sorti cet été-là. À la base, After Earth devait être le début d'une trilogie. Elle ne dépassera pas le stade du premier film avec 243 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 130 millions. Will Smith et M. Night Shyamalan le considèrent comme un des pires échecs de leur carrière respective. World War Z est à la base un roman de Max Brooks publié en 2006. Il met en scène des témoignages se déroulant durant une épidémie mondiale de zombies. Tel quel, le roman est inadaptable car il n'a pas de récit linéaire et n'est qu'un ensemble d'histoires reliées entre elles par un même sujet. Néanmoins, Brad Pitt a acheté les droits du roman et a engagé Mark Foster et J. Michael Straczynski comme réalisateurs et scénaristes. Straczynski a écrit un scénario assez raccord au roman de Brooks et d'ailleurs l'auteur l'avait plutôt apprécié. Mais les réécritures s'accumulent, le projet n'avance pas et Straczynski ne s'entend plus du tout avec Mark Foster. Le scénariste laisse sa place à Matthew Michael Carnahan en 2009 et c'est le début des ennuis. Car si le tournage débute en 2011, il va s'éterniser durant 2 ans à grands coups de reshoot, faisant monter le budget jusqu'à 190 millions de dollars. L'équipe s'est installée dans un premier temps à Malte pour des scènes se déroulant à Jérusalem. Le tournage fut un véritable désastre avec des dépenses exorbitantes en tout genre. Ainsi, des bons de plusieurs millions de dollars avaient été jetés comme si de rien n'était dans un bureau et laissés là. Le cauchemar continue à Budapest où des armes censées être utilisées durant le climax n'ont finalement pas été montrées à la douane, engendrant ainsi des problèmes logistiques supplémentaires. Le plus ironique est que cette scène a finalement été supprimée car le personnage de Jerry apparaissait comme une sorte de Rambo zigouillant du zombie sur la place rouge, ce qui ne correspondait plus vraiment à l'idée initiale du personnage selon l'équipe. Soit 12 minutes de film qui partent à la poubelle même si certains plans subsistent dans le montage final. Les reshoots sont donc inévitables, Drew Goddard réécrit les 3/4 du film et 40 minutes de film supplémentaires sont tournés. Robert Richardson est le directeur de la photographie du premier tournage. Il n'a pas pu assister au reshoot et a donc été remplacé par Ben Serezin. Néanmoins, il n'a pas voulu être crédité au montage car il n'a pas apprécié du tout ce que la Paramount a fait de ses plans et par la même occasion n'a pas apprécié non plus que le studio fasse une conversion 3D sans son accord. Matthew Fox peut en dire autant puisque l'acteur était censé devenir une sorte de méchant à la fin du film et dans une potentielle suite. Mais ils ont tellement fait de reshoot que son personnage est devenu un figurant de quelques secondes. Le film étant devenu trop cher, la Paramount décide de le sortir dans une version PG-13 au cinéma, histoire de se rentabiliser le plus possible. Ce qui marche puisque le film rapporte plus de 539 millions de dollars de recettes totales. L'hypocrisie continue puisqu'une version une-ratette finit par sortir sur le marché vidéo, et inévitablement, il y a des plans plus graphiques et des giclures de sang, rendant la version sale encore plus ridicule qu'elle ne l'est déjà. Le résultat final confirme qu'adapter World War Z n'était pas forcément l'idée du siècle.
Si le début en mode survival est plutôt pas mal, en revanche, dès que Jerry en vient à aller d'une destination à une autre, le film perd en intérêt, à peine rehaussé par quelques scènes spectaculaires. D'ailleurs, il faudra m'expliquer un jour comment une scène spectaculaire à Moscou a pu être dégagée au montage au profit d'une scène où Brad Pitt boit du Pepsi. Car s'il y a bien une scène qui n'a absolument rien à faire là, dans tout montage confondu, c'est bien celle-là. Elle n'a absolument aucune incidence sur l'intrigue, elle n'a absolument aucun intérêt, et par la même occasion, c'est certainement l'un des placements de produits les plus grossiers de l'histoire. Succès aidant, J.A. Bayona devait réaliser World War Z 2, puis ce fut David Fincher, et au final le projet a été mis aux oubliettes. Comme quoi, il y a des histoires qui finissent bien. En 2013, deux films se faisaient particulièrement concurrence. Le sujet, un homme essaye de sauver le président des États-Unis suite à un attentat à la Maison-Blanche. D'un côté, Millennium Film avec La Chute de la Maison-Blanche, réalisé par Antoine Fuqua avec Jerry Butler et Aaron Eckhart, le budget 70 millions de dollars. De l'autre, Sony avec White House Down, réalisé par Roland Emmerich avec Channing Tatum et Jamie Foxx, budget 150 millions de dollars. D'après vous, qui a gagné commercialement parlant? Eh bien, c'est le petit qui a gagné avec 170 millions de dollars de recettes totales, alors que le second n'a rapporté que 205 millions de dollars. Mais qu'en est-il de la qualité? Eh bien, même sur ce point, le premier atomise le second en étant particulièrement fun et bénéficiant d'un Jerry Butler absolument déchaîné, là où le pauvre Channing Tatum essaye de faire ce qu'il peut en sorte de John McClane du pauvre. Car oui, White House Down est avant tout un mix improbable entre Die Hard et Air Force One, mais avec 20 ans de retard. Le complot du film est absolument débile, avec des terroristes suffisamment bêtes pour se faire repérer par une gamine mais pas par la sécurité, un traître avec écrit Make America Great Again sur le front si possible joué par James Woods, et un deuxième qui veut prendre le pouvoir pour faire du traffic down. Pour rappel, Sony a payé plus de 3 millions de dollars pour ce scénario. Combien? Et cerise sur le gâteau, les effets spéciaux sont absolument dégueulasses, indignes du Roland Emmerich d'avant 2009. Lorsque Thomas Tull propose Pacific Rim à Guillermo del Toro, ce dernier revient d'une certaine traversée du désert. Hellboy 2 n'a pas marché, donc pas de Hellboy 3. Il se lance alors dans l'adaptation du Hobbit avec Peter Jackson, mais la MGM tombe en banqueroute. La production du Hobbit est alors arrêtée, tout comme celle de Skyfall, et des films déjà tournés comme La Cabane dans les Bois ou le remake de L'Aube Rouge attendront quelques années avant de sortir. Guillermo del Toro laisse tomber le Hobbit et part chez Universal faire une adaptation des Montagnes hallucinées de Lovecraft. James Cameron à la production, Tom Cruise et Ron Perlman en vedette, mais Universal panique à l'idée de donner 150 millions de dollars de budget à un film de science-fiction horreur restricted. Quant à sa vision de Pinocchio, elle ne trouve pas preneur à l'époque. Pacific Rim arrive donc à point nommé. Guillermo del Toro va s'y jeter corps et âme quand bien même il n'a rien à voir avec le projet de base. Ce qui marque dans un premier temps avec Pacific Rim est qu'il est multiculturel. Toutes les nations du monde sont unies entre elles face à un même ennemi, les kaijus. Les héros sont de différentes nationalités, on a des Américains, des Japonais, des Russes, etc., etc. De plus, Guillermo del Toro a refusé de mettre des drapeaux ici et là, notamment lors du final, voulant une victoire intime et non une victoire fanfaronnante. Il n'y a pas d'histoire d'amour concrète dans Pacific Rim et pourtant il se passe quelque chose entre Raleigh et Mako. En effet, plus le film avance et plus les mèches de Mako deviennent de plus en plus claires. Tout au long du film, l'un va défendre le second face aux autres et vice-versa. Les deux sont également liés par le deuil puisqu'ils ont vu leurs proches mourir sous leurs yeux, qui plus est dans des séquences à la fois spectaculaires et violentes. Le concept des Jaegers n'est d'ailleurs pas si éloigné des Eva d'Evangelion, même si Guillermo del Toro dit ne pas avoir vu la série à l'époque. Il y a toutefois une différence de taille puisqu'il n'y a pas un mais deux pilotes dans les robots afin d'éviter des problèmes de santé psychologique et physique. Pacific Rim est à mon sens la plus belle grosse production américaine des années 2010 avec des affrontements violents, impressionnants et bardés de détails à l'écran, aussi bien jouissifs que tragiques par moments, et par la même occasion, il a des personnages particulièrement attachants. Pacific Rim est l'exemple typique du film qui a mieux marché à l'international qu'aux États-Unis. Ainsi, il a rapporté 309 millions de dollars à l'international contre 101 millions aux États-Unis. D'ailleurs, le film a vraiment bien marché en Chine, ce qui a justifié la production d'une suite. Guillermo del Toro devait réaliser une suite sous forme de diptyque, mais les problèmes entre Universal, Legendary et Warner, le beat de Crimson Peak et le fait que Triple X3 monopolisait des lieux de tournage ont fait que del Toro est parti ou s'est vu montrer la porte. Au final, on a eu un des pires films de 2018 avec des scores inférieurs au premier film. Adapté d'un comic book, Crypt n'avait déjà pas grand chose pour lui avec son concept. En effet, on est très proche de Men in Black, sauf qu'ici on n'affronte pas des extraterrestres mais des morts qui reviennent sur Terre. En plus, les héros sont des sortes de super agents de la mort qui prennent l'apparence d'autres personnes une fois qu'ils reviennent sur Terre. Au final, le film n'a absolument aucun intérêt, comme tant d'autres, il pompe le climax de Ghostbusters, il est mal joué, et en plus c'est probablement un des films les plus laids des années 2010. C'est d'ailleurs d'autant plus un foutage de gueule que le film a coûté 130 millions de dollars, à croire que tout est parti dans le cachet des acteurs principaux.
Jeff Bridges a au passage renié le film, disant que le tournage s'était bien passé, mais que le résultat final n'était pas à la hauteur de ses attentes. Il a également dit qu'Universal avait très mal géré le film. Ce qui n'a rien d'étonnant puisque le film a été tourné entre septembre 2011 et janvier 2012 et qu'il est resté 1 an dans les cartons avant de sortir. Ripped devait initialement sortir en juin 2013 et il a finalement été décalé au mois suivant, ce qui a complètement court-circuité sa sortie. Au final, il n'a rapporté que 78 millions de dollars, ce qui en fait le plus gros four de l'été 2013. À une époque, les grosses productions restricted étaient légion à Hollywood, notamment les productions Carolco des années 80-90. Mais cela a changé dans les années 2000 avec l'explosion des films PG-13, notamment ceux avec des super-héros. Au point qu'aujourd'hui, on parle davantage d'exceptions, et Elysium en fait partie. Neil Blomkamp ressort du succès de District 9, qui lui a même valu quelques nominations aux Oscars. Il lui est alors facile de proposer un nouveau projet à MRC et Sony qui avait distribué son premier film. Pour le rôle principal, Blomkamp a envisagé dans un premier temps Ninja du groupe Giant World, mais ce dernier a refusé, ce qui ne l'empêchera pas de jouer dans Chappie, le film suivant de Blomkamp, avec les problèmes qui en ont découlé. Le rappeur Eminem était également envisagé, mais ce dernier voulait à tout prix tourner à Détroit, ce qui n'était pas envisageable pour la production. Ce sera finalement Matt Damon qui incarnera le personnage de Max. Soulignons que Steve Wilson Briggs avait porté plainte pour plagiat en 2013 et qu'il fut débouté l'année suivante. Le film devait initialement sortir fin 2012, puis en mars 2013 et est finalement sorti en août 2013 pour éviter le hausse de Sam Raimi en mars. Si le film a récolté l'équivalent de son budget aux États-Unis, en revanche, il a mieux marché à l'international au point de cumuler 286 millions de dollars de recettes totales. On pourrait penser au premier abord qu'il s'agit d'un échec commercial, mais comme ce type de production est devenu rare de nos jours à Hollywood, ce type de score est plutôt pas mal, d'autant plus avec une concurrence aussi frappadingue. Le concept du film est simple mais efficace. Les riches sont dans l'espace, les pauvres sont sur la Terre polluée. La cité spatiale Elysium dira certainement quelque chose à certains puisqu'elle semble s'inspirer des Anneaux d'Halo, le célèbre jeu vidéo que devait adapter Neil Blomkamp dans les années 2000. Si l'univers du film est plutôt pas mal, c'est surtout sur les personnages que cela pêche, car Neil Blomkamp accouche d'une série de clichés ambulants. Ainsi, on se retrouve avec l'ouvrier malade, son ancien meilleur ami dont il est secrètement amoureux et dont la fille est malade également. On a des méchants très méchants, des personnages qui sont montrés longuement avant de mourir à la vitesse de l'éclair, et on a des passeurs qui sont pas loin d'être aussi fourbes que les politiciens qu'ils critiquent. Et c'est dommage parce que si Elysium avait eu des personnages aussi attachants et travaillés que dans District 9, il aurait été un film dystopique d'autant plus réussi. Ce qui ne l'empêche pas d'être absolument généreux en termes d'action et violence, légitimant le classement restricted. Elysium est donc un film perfectible, et on peut regretter que Blomkamp le renie un petit peu, au contraire de son film suivant qui lui est vraiment mauvais. Donc voilà pour ce nouvel épisode de l'été américain, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, à la partager, et sur ce je vous dis à la prochaine.